La victoire de Philippe Poupon dans la route du Rhum. Il améliore de plus de 3 jours le record détenu par Marc Pajot. Le mouvement s'étend dans les universités, de nouveaux centres touchés par la grève et la contestation. Le ministre de l'Éducation, René Monory, est l'invité de ce journal. Le prix Femina pour l'enfer de René Belletto, un prix qui couronne l'auteur et son éditeur. Ce lundi 24 novembre, un jour de détention supplémentaire pour les otages français du Liban. Marcel Fontaine, Marcel Carton, Jean-Paul Kaufmann, Aurel Cornéa et Jean-Louis Normandin d'Antenne 2 n'ont toujours pas été libérés. Madame, Monsieur, bonsoir. Il naît de grandes compétitions, fussent-elles marquées par le drame, comme la disparition de Loïc Karadec, qui ne se conclut par la joie du vainqueur. Philippe Poupon a remporté la nuit dernière la 3e édition de la route du Rhum en solitaire à la voile. Un formidable exploit avec une avance de plus de 3 jours sur Marc Pajot, le précédent vainqueur de l'épreuve. Une course superbe et difficile. Une victoire enlevée au finish par un homme, vous allez le voir, qui est à peine fatigué. Jean Mamère et Bernard Appet l'attendaient tout à l'heure à Pointe-à-Pitre. Au milieu d'une nuée de petits bateaux, plus de 200, Philippe Poupon a du mal à se frayer un chemin. Décontracté, en short, rasé de près, Poupon n'a pas l'air fatigué et pourtant. Que de tempêtes essuyées en 14 jours, mais il ne savait rien encore de celle qui l'attendait, la dernière, sans doute la plus dure à affronter, celle du public et des médias. Philou, alors, satisfait Philou heureux? Ah oui. Dans la salle. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête en ce moment? Oh bah j'arrive pour l'instant alors. Tout le monde voulait voir Poupon. Tous les moyens étaient bons pour tenter de l'approcher. Un accueil de héros pour une course et un record héroïque. Fini la solitude, Poupon est devenu l'égal des plus grands, Tabarly, Pajot et Birch, mais qu'ils ne viennent pas se plaindre, c'est bien lui qui l'a voulu. Cette course, je la voulais et puis je me suis bagarré pour et ça s'est bien passé. Comment tu as réagi après l'annonce de la mort de Loïc? Bah, j'y ai pensé tous les jours. Hein, quand on est en mer et quand on prend aussi nous des risques, on y pense et évidemment je ne suis pas prêt de l'oublier. J'y ai pensé très très souvent et tous les jours, je peux le dire. Et j'oublierai jamais Loïc, c'était un très bon copain et ça me fait énormément de peine. La peine, nous la partageons avec lui. La joie, par contre, il n'est plus le seul à la partager. Depuis hier soir, 1h30 heure locale, Philippe Poupon ne s'appartient plus. J'ajoute que comme l'année passée, c'est probablement Bruno Perron qui devrait s'attribuer la 2e place. On l'attend demain dans la soirée en Guadeloupe. La France, à l'heure de la contestation étudiante, avec un mouvement de grève qui s'étend maintenant à de nouveaux centres universitaires et qui gagne peu à peu certains lycées. Avec une échéance aussi en milieu de semaine, une grande manifestation prévue pour jeudi devant l'Assemblée nationale où le projet de loi Devaquet vient en discussion. Dans un instant, nous en parlerons avec vous, Monsieur le Ministre. Vous êtes là ce soir sur ce plateau. Mais d'abord, l'état de la situation au soir de ce lundi avec Yoba Grégoire et Henri Bodiguel. Uniquement parce que Devaquet nous y oblige. Et nous voulons une grève massive parce que nous voulons retourner en cours le plus rapidement possible dans les meilleures conditions possibles. À Rennes, une université sur 3 a voté la grève. À Lyon également, 2 universités sur 3 en grève. Mouvement très largement suivi à la fac de lettres et droit de Clermont-Ferrand. Grève générale dans les universités de Grenoble, sauf médecine. Au total, 13 villes universitaires sur 33, plus ou moins touchées ce soir. Mais de nombreuses assemblées générales sont encore prévues pour demain. Les cours n'ont pas eu lieu à Paris aujourd'hui, dans 11 universités sur 13, après le mot d'ordre lancé depuis jeudi dernier par l'UNAFIDE, syndicat proche des socialistes. Mais il est clair ce soir que la mobilisation touche également les non-syndiqués. D'autre part, bon nombre de présidents d'universités soutiennent les revendications étudiantes. Un exemple, Aix-Marseille, qui se prononçait aujourd'hui. Unanimité chez les étudiants d'Aix-Marseille 1 qui ont décidé en début d'après-midi de participer au mouvement de grève des universités. Dans une ambiance bon enfant et sans discours inutile, une vingtaine de minutes ont suffi pour enlever une décision que l'on pouvait d'ailleurs prévoir. On a fait toute une campagne de rentrée sur le projet Devaquet. On en a parlé en juillet, on en a parlé en septembre. On a organisé une assemblée générale le 21 octobre avec la grève du 21 octobre.
on a continué à nous mobiliser et le fait que, effectivement, les États généraux aient lieu samedi à Paris a permis une plus grande mobilisation, c'est sûr. Est-ce que tous les étudiants sont unanimes pour faire la grève? Tout à fait. La meilleure preuve, c'est que les deux organisations syndicales se sont côtoyées aujourd'hui avec l'ensemble des non-syndiqués. Je crois que le mouvement étudiant est général et unitaire et c'est peut-être ça qui fera notre force pour demain. Présent au moment de l'Assemblée générale, le président de l'université a surtout regretté le manque de concertation avec les services du ministère. Sur certaines revendications exprimées par les étudiants, notre conseil d'administration s'est déjà exprimé et les résultats de cette consultation ont été communiqués au ministre en temps utile. Sur bien des points, nous comprenons le souci des étudiants en ce qui concerne leur avenir. Enfin, les étudiants d'Aix et Marseille ont l'intention de participer au mouvement de protestation de jeudi prochain. Une manifestation sera organisée devant le rectorat à Aix-en-Provence. Monsieur Monory, bonsoir. Vous venez de voir avec nous ce reportage. Ce point, il apparaît que le mouvement s'étend. Vous ne craignez pas d'être un peu débordé maintenant? Je ne sais pas si on sera débordé. Tout d'abord, ce que je voudrais dire ce soir, c'est peut-être rétablir dans un certain nombre de domaines la vérité, parce qu'il y a eu énormément d'informations, pas toujours les vraies informations. La sélection dans les universités, elle n'existe pas dans la loi. Elle existe peut-être encore davantage en ce moment, où il y a beaucoup d'étudiants qui sont refoulés. La volonté du gouvernement et la volonté d'Alain Devaquet, c'est de faire une loi pour des universités modernes et dans lesquelles tous les étudiants qui auront le bac pourront pénétrer. Et ça, je crois que sur ce plan, on peut être très affirmatif. La deuxième chose également, qui a couru ici ou là, c'est qu'il n'y avait plus de diplômes nationaux. Alors j'affirme ce soir que les diplômes nationaux ne sont absolument pas remis en cause. Ça serait assez anormal d'ailleurs. Alors je comprends tout à fait que les jeunes, vous savez, il y a beaucoup de choses autour de cela. Il y a un problème de société. Mais pardon, mais sur le premier point, les universités pourront tout de même choisir leurs bacheliers. Qu'est-ce qu'elles font en ce moment? Qu'est-ce qu'elles font en ce moment et quelle est la différence? Finalement aujourd'hui, vous savez qu'aujourd'hui 30% de jeunes qui rentrent la première année dans l'université, 4 mois après n'y sont plus, parce que les orientations ne sont pas toujours bien faites. La loi prévoit seulement de mieux informer et de mieux orienter les jeunes. Mais nous les prendrons tous, à partir du moment qu'ils auront le bac, et même certains qui n'ont pas le bac peuvent rentrer à l'université. Sur ce plan, il n'y aura pas de sélection, plus qu'il y en a aujourd'hui. Il n'y a absolument rien de changé. Et je crois que là, dans ce domaine, il y a une certaine information insuffisante. Sur le deuxième point, Monsieur le Ministre, le diplôme national, pas question de l'enlever effectivement, mais il y aura des diplômes plus précis pour chacune des universités qui risquent fort de pervertir le principe du diplôme national. Mais écoutez, aujourd'hui, vous avez des diplômes d'université, il y aura des diplômes d'université, dans la loi Savary, il y avait des diplômes d'université, il y a toujours des diplômes d'université. Non, il n'y a rien de changé. Alors, je comprends tout à fait, vous savez, les jeunes en ce moment sont tout à fait inquiets, je dirais, de leur avenir. Moi, je vais dire, dans le cas d'éducation nationale, à partir de maintenant jusqu'à l'an 2000, nous allons recruter entre 250 000 et 300 000 professeurs ou instituteurs. Ben, je pense qu'il faut que les universités s'équipent pour faire face à ces besoins. Il ne faut pas désespérer les jeunes. Monsieur Monory, question très concrète. Vous dites qu'il n'y a rien de changé. Mais pourquoi établir des droits d'inscription différents? On a l'impression qu'il y aura des universités de luxe et d'autres plus modestes. Écoutez, il n'y a pas d'université de luxe. Il y a eu un amendement de voté au Sénat qui prévoit que la fourchette peut aller de 1 à 2. De 1 à 2, c'est-à-dire aujourd'hui c'est 400 francs, ça peut aller de 400 francs à 800 francs. Je crois d'une part que c'est les universités les moins chères du monde, et d'autre part il faut que nous fassions en même temps une politique de bourse, parce que si quelqu'un ne peut pas payer 500 ou 600 francs, il faut qu'on lui donne les bourses nécessaires, parce que l'université n'est pas une sélection par l'argent, n'est pas une sélection à partir de la sélection telle qu'on l'a dit. L'université, c'est fait pour accueillir tous les bacheliers, en essayant de les orienter mieux d'ailleurs à l'entrée en fonction de leurs possibilités. Monsieur le ministre, on a l'impression que la brouille tient autant au contenu des réformes que vous faites qu'à la nature des contacts que vous avez vous-même avec le monde de l'éducation, notamment avec la Fédération de l'éducation nationale. On dit que vous êtes autoritaire, ce qui m'étonne de vous. On dit qu'il n'y a aucune concertation. Tous ceux qui me connaissent disent le contraire, parce que je ne suis pas autoritaire. Je vais vous faire un aveu. Je suis sûr que dans les 5 premiers mois que j'ai passés au ministère, j'ai passé 1 mois avec les syndicats. Je réunis les syndicats. Vous savez ce que conteste aujourd'hui M. Pomato? Je voudrais m'expliquer 2 minutes. Hier, cette manifestation que vous évoquez, c'est une manifestation politique, c'est clair. Ce que j'essaie de faire depuis que je suis dans ce ministère, c'est d'éviter que la politique
rentrent dans le ministère. L'éducation nationale n'appartient à personne, pas plus à la Fédération de l'éducation nationale qu'elle ne m'appartient. Bon, aujourd'hui, M. Pomato regrette un peu parce qu'il était un peu le ministre bis avant. Il l'est un peu moins. Vous le voyez suffisamment aujourd'hui? Vous allez le voir prochainement? Écoutez, je le vois à chaque fois qu'il me demande rendez-vous. Je l'ai vu 2 ou 3 fois au ministère et je suis prêt à le recevoir quand il voudra. Mais je ne le vois pas que lui. Aujourd'hui, par exemple, j'ai reçu les présidents de jury de concours. J'essaie d'avoir une concertation permanente avec les gens qui sont compétents sur tel ou tel sujet. Monsieur Monory, la gauche a eu des déboires quand elle a tenté de briser l'école privée. Est-ce que vous ne faites pas la même erreur à l'écart de l'école publique aujourd'hui? Comment pouvez-vous dire ça, monsieur Amar? Comment pouvez-vous dire ça? Moi, je suis d'abord déjà... Il y a une méfiance entre l'école publique et vous. Écoutez, je suis d'abord un enfant de l'école publique. J'ai été élevé à l'école publique. Bon, d'autre part, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qu'on peut me reprocher? J'essaie de monter la qualité à tous les niveaux. J'ai supprimé le recrutement des PEGC, des professeurs d'enseignement général, pour mettre maintenant un recrutement au niveau de certifié, c'est-à-dire une qualification supplémentaire. Est-ce que les parents peuvent me le reprocher? J'ai décidé de mettre un directeur dans les écoles primaires. Est-ce que les parents peuvent me le reprocher? On me reproche le fait d'avoir développé le pluralisme de l'assurance. Mais je suis pour la liberté. Alors, je ne vois pas du tout. Je vais vers la qualité. Et je vais vers la liberté dans l'enseignement. Monsieur Monory, François Mitterrand a dit samedi qu'il ne se sentait pas déphasé par ce qui se passait. Absolument. Le soutien est plus qu'implicite. C'est pas dur de cohabiter dans ces conditions? Non, écoutez, je vais vous faire une confidence. J'ai rencontré François Mitterrand à sa demande. Je n'ai pas eu du tout l'impression, au contraire, qu'il était en contradiction avec ce que je faisais. Et tout ce qu'il a dit samedi, je le dis depuis 3 mois ou 4 mois, la qualité, l'école pour tous, gratuite. Il y a longtemps que j'ai dit tout ça. Et donc, dans ce qu'il a déclaré l'autre jour, je me sens parfaitement en phase. Monsieur le ministre, une question très concrète pour revenir aux universités. Qu'êtes-vous prêt à offrir ce soir aux étudiants qui nous regardent certainement et qui ont bien des inquiétudes? Très rapidement. Je dis aux étudiants qui nous écoutent que je suis en train d'essayer de faire en sorte qu'ils aient demain du travail dans cette société. Je leur certifie aujourd'hui qu'il n'est pas question d'aller vers une sélection, il est question d'aller vers une orientation. Vous êtes prêt à revoir votre copie sur le projet? Mais elle est revue, on est prêt encore, si besoin, et à l'amender. L'Assemblée nationale va l'examiner dans 3 jours, et elle peut l'amender. D'autre part, qu'il regarde les textes et qu'il ne se laisse pas intoxiquer. Moi, je suis tout à fait, je suis tout à fait heureux de voir... Vous ne craignez pas mai 68? Je ne sais pas, je ne crains pas mai 68, moi je ne suis pas prophète, je ne sais pas ce qui se passera. Tout de suite, il ne faut pas dramatiser, on ne cherche pas à avoir des mai 68. Ce que je peux vous dire, c'est que les étudiants qui sont pleins d'allant, pleins de dynamisme, c'est quelque chose de sympathique. Alors surtout, qu'ils écoutent ce qu'on leur dit, et peut-être que l'information qui vient de chez nous est peut-être plus juste que celle qui vient d'ailleurs. Monsieur le ministre, merci d'avoir été notre invité ce soir donc sur Antenne 2. 28 millions d'actions pour une privatisation. Saint-Gobain en vedette à la Bourse de Paris et d'ailleurs, c'est la première véritable privatisation du gouvernement de Jacques Chirac. Coup d'envoi ce matin donc au prix de 310 francs. Alors bien sûr, il est difficile d'évaluer dès ce soir l'intérêt véritable du public pour cette nouvelle valeur. Mais une indication néanmoins, elle nous vient de Suisse où toutes les actions mises sur le marché par la société ont été souscrites dès le premier jour. Il y en avait 1 million. Sur le mode d'emploi de cette dénationalisation, voici les explications de Véronique Auger. Champagne. Saint-Gobain inaugurait cet après-midi en grande pompe, dans un grand hôtel parisien, la grande opération de privatisation du gouvernement. À l'honneur, l'arche de l'ancienne manufacture royale, dessinée pour l'occasion en saumon et caviar. 1700 invités, recrutés parmi le Gotha de la finance et de la presse française et étrangère. L'accueil est aimable, mais efficace. Objectif de la réunion, donner envie d'acheter du Saint-Gobain. Il est déjà presque trop tard. Les actions sont en vente depuis ce matin dans les banques et chez les agents de change. Et semble-t-il, on se bouscule au portillon. Et maintenant, je donne donc la parole. C'est un peu trop tôt pour avoir exactement la vue d'ensemble, mais dès à présent, des indications sont encourageantes. À Londres, à Francfort, le placement international est très bien accueilli. En France, déjà ce matin, de nombreux souscripteurs étaient dans les banques. Et également dans nos usines, des employés, des ouvriers se sont déjà présentés pour remplir leur bulletin de souscription. Les actions de Saint-Gobain se vendent encore jusqu'au 6 décembre. Il n'est donc pas inutile de rappeler le mode d'emploi. Chaque titre coûte 310 francs. Les particuliers qui demandent moins de 10 actions sont sûrs d'être exaucés. En revanche, au-delà de 10 titres demandés, on alimentera en fonction des disponibilités. Ceux qui possèdent déjà des certificats d'investissement Saint-Gobain peuvent les échanger contre des actions, moyennant 10 francs par titre. Les salariés de Saint-Gobain ont droit à des avantages supplémentaires. Un exemple,
S'ils s'engagent à conserver leur titre pendant 2 ans, ils bénéficient d'un rabais de 20%. L'opération Saint-Gobain rapportera 8 milliards de francs à l'État. Sur ce dossier, je vous signale que Jean-Louis Beffa, le président donc, de Saint-Gobain, sera demain l'invité de Télématin. Puis à 23h, donc dans le dernier journal, Philippe Arvois reviendra sur cette privatisation en recevant Jean-Maxime Lévesque, qui est le président du Crédit Lyonnais, et puis Alain Ferry, qui représentera les agents de change qui ont beaucoup à faire avec cette entrée en bourse de Saint-Gobain. François Sérac vote pour François Périgaud dans la course à la succession pour la présidence du CNPF. M. Sérac, qui a longtemps occupé ce poste, l'a dit sans embâche, en se ralliant, a-t-il expliqué pleinement et clairement à l'avis du Conseil exécutif qui avait exprimé son soutien à M. Périgaud. L'épilogue de ce que l'on avait appelé l'affaire Claveau, cet employé de Dunlop, licencié le 23 mars dernier pour avoir donné une interview au quotidien communiste L'Humanité, une interview dans laquelle il relatait ses conditions de travail. Après une très longue procédure, le tribunal des prud'hommes de Montluçon vient d'annuler ce licenciement. Il ordonne la réintégration d'Alain Claveau. Alain Doubesky. Le tribunal des prud'hommes prononce son jugement. Aussitôt, les quelques centaines de militants CGT poussent des clameurs de joie. Pour Alain Claveau, porté en triomphe pour la CGT, il s'agit d'une victoire. Le 23 mars dernier, Alain Claveau était licencié par Dunlop pour avoir critiqué ses conditions de travail dans une interview accordée à l'Humanité. Un problème de fond est alors posé. Un salarié peut-il évoquer ses conditions de travail devant la presse? Monsieur Claveau saisit le Conseil des prud'hommes qui se déclare incompétent. Le 15 avril, l'ouvrier fait appel devant la cour de Riom. Cette cour renvoie l'affaire aux prud'hommes. Le 23 septembre, les prud'hommes ne parviennent pas à dégager une majorité. Le 20 octobre, un juge départiteur est appelé en renfort. Malgré cela, le jugement est à nouveau reporté. Cet après-midi, une décision sera enfin prise. Le licenciement d'Alain Claveau est déclaré nul. Le tribunal ordonne à Dunlop la poursuite du contrat de travail sous astreinte de 500 francs par jour de retard. De plus, la société devra payer l'indemnité compensatrice correspondante au salaire non versé. L'avocat de Dunlop a déclaré qu'il ferait appel de ce jugement. Il n'y aura sans doute pas de journaux le 27 novembre, c'est-à-dire jeudi prochain, à l'appel du syndicat du livre CGT, donc une grève prévue pour le 27, selon ce syndicat donc du livre. Cette journée de mobilisation a pour but la défense de la sécurité sociale et de la couverture sociale en général, une information qui est tombée il y a quelques minutes. Dépôt de bilan pour les Arnaud, c'est-à-dire les ateliers réunis du Nord et de l'Ouest qui emploient 1900 salariés à Brest, à Dunkerque, au Havre et à Saint-Nazaire. Le sort de l'entreprise sera tranché jeudi par le tribunal de commerce. En politique, le résultat des 2 élections du week-end avec la majorité en ballottage au premier tour de scrutin municipal de Draguignan. À noter d'ailleurs la très forte abstention puisqu'il y avait plus de 31% des voix qui n'étaient pas là dans les urnes. Et puis 2 élections cantonales partielles. Le communiste Gilbert Martelly retrouve son siège de conseiller général dans le canton de Sète-2. Et le RPR Michel Huneau remporte le siège du canton de Derval. Cela se passe dans la Loire-Atlantique. À l'étranger, aux États-Unis, la Maison-Blanche peut être à la veille d'un grand nettoyage d'hiver, une conséquence de l'affaire des ventes d'armes américaines à l'Iran et de la crise qui secoue du même coup le président Reagan et toute son équipe. Une équipe qui pourrait bien voler en éclats sans qu'on sache précisément pour le moment quelle tête s'apprête à tomber. De Washington, le commentaire de Jacques Abouchard. Le secrétaire d'État George Shultz et Don Regan, chef des conseillers de la Maison-Blanche, vont-ils échapper au coup près? Plusieurs proches du président, à commencer par Nancy Reagan, réclamaient la tête des 2 hommes. En regagnant Washington après un week-end dans sa résidence de campagne de Camp David, Ronald Reagan n'a rien révélé de ses intentions. La semaine dernière, il avait réaffirmé sa confiance à George Shultz, à qui ses adversaires reprochent un manque de solidarité flagrant envers le président. Les mêmes estiment que Don Regan a été un piètre défenseur des thèses présidentielles sur l'affaire des ventes d'armes à l'Iran. Et pour faire bonne mesure, il réclame aussi le départ de l'amiral Poindexter, cerveau de l'opération iranienne, donc rendu responsable du fiasco général. Un tel coup de balai est peu vraisemblable, au moins dans l'immédiat, pour une raison simple. Ronald Reagan ne reconnaît toujours pas avoir commis une erreur en livrant des armes à l'Iran. Ronald Reagan résiste ainsi à la pression du Congrès et aux critiques virulentes des journaux. Pire, il perd 10 points dans sa cote de popularité, ce qui est sans précédent depuis son entrée à la Maison-Blanche il y a 6 ans.
Jérusalem en état de siège hier, où l'image d'une démocratie confrontée aux démons de l'extrémisme. Quelques centaines de juifs ultra-orthodoxes qui se répandent dans la partie arabe de la vieille ville après l'assassinat d'un jeune étudiant religieux. Des slogans qu'on souhaiterait ne pas entendre dans la ville sainte. On est passé à 2 doigts du drame. Dominique Torres. Des centaines de policiers et de soldats pour éviter de nouveaux incidents. Les violences d'hier ont remis en question l'équilibre fragile de Jérusalem, où 2 communautés s'affrontent. Tout a commencé il y a 8 jours avec l'assassinat d'un Israélien, étudiant d'une école religieuse aux positions extrémistes. Une école qui a choisi de s'installer en plein quartier musulman. 3 Palestiniens accusés du meurtre ont été arrêtés. Mais ces arrestations n'ont pas empêché une cascade de représailles contre les voisins arabes de la victime. Hier, la situation a frôlé le drame avec le défilé organisé par les militants religieux. Ils étaient 600 à franchir la porte de Damas, hurlant des slogans de haine et annonçant des châtiments prochains. Mort aux Arabes, nous nous vengerons, criaient les manifestants, qui pour la première fois prenaient des actions suicides. Aujourd'hui, les modérés des 2 camps, Likoud et travaillistes, sont unanimes pour condamner ce déferlement de haine. Et le maire de Jérusalem a déclaré « Un groupe de juifs ultra-minoritaires est en train de faire le jeu de l'OLP ». Une jeune fille assassinée par des pirates de la route la nuit dernière dans les Bouches-du-Rhône. Une jeune fille de 16 ans tuée d'une balle en pleine tête en revenant d'une boîte de nuit en compagnie de sa mère et de plusieurs amis. Cela peut paraître fou en 1986 et pourtant c'était bien la nuit dernière sur la route de Marseille. Isabelle Bechler. Samedi, c'est une des premières fois que Stéphanie sort tard le soir avec 3 amis de son âge. Pas de souci à se faire a priori. Madame Jean, sa mère, accompagne les 4 adolescentes. Mais en sortant de la discothèque de la Jasse, la tragédie commence par du stock-car. 3 hommes en 304 suivent la CX de Madame Jean et la forcent à s'arrêter au bord de la route par une queue de poisson. Ils sont armés d'un fusil de chasse. Ils réclament à Madame Jean les clés de sa voiture, refus, quiproquo, panique. L'un des agresseurs tire. Stéphanie, 16 ans, est touchée d'une volée de plomb en pleine tête. Elle mourra quelques heures plus tard. Fuite, course-poursuite, jusqu'à présent, les barrages de gendarmerie n'ont rien donné. Dans la région, tout le monde pense aux tristement célèbres pirates de la route qui rançonnent, volent, violent ça et là en Provence, mais n'avaient pas tué depuis 1979. Un collier de 24 km de circonférence placé sur orbite à 800 km d'altitude. Ce sera en 1989 l'équivalent spatial de la Tour Eiffel. Plusieurs projets étaient en lice sous l'égide des responsables justement de la Tour Eiffel. C'est celui des 5 architectes français qui a été sélectionné. Une centaine de boules réfléchissantes de 6 mètres de diamètre relient entre elles par un câble et réfléchissant les rayons du soleil. Ce sera, paraît-il, un hommage au développement technologique du siècle qui se termine. Reste maintenant à trouver un financement à cette gigantesque vision qui d'ici là restera donc dans les cartons. Le prix Femina décerné à l'enfer de René Belletto, un bien joli roman noir baroque édité par une toute jeune maison d'édition qui s'intitule Paul, P-O-L. Une exception qui confirme peut-être la règle puisqu'en 25 ans, le Femina a été décerné 24 fois à un auteur des éditions Gallimard, Grasset ou Le Seuil. Sylvie Marion et Yves Barbe ont rencontré l'auteur et l'éditeur de ce Femina, pas tout à fait comme les autres. Voici donc l'auteur et l'éditeur inattendus qui ont décroché le Femina 1986. Paul Oczakowski-Laurence, dit POL, le jeune éditeur, 70 volumes en 4 ans, une littérature exigeante, sinon difficile, de Georges Perec à Marguerite Duras. Et voici son auteur René Belletto, dit Belletto tout court, son 7e roman couronné, un roman très noir, L'Enfer. C'est un titre qui m'est venu en cours d'écriture. Je me suis rendu compte qu'il se passait dans ce livre des choses si effroyables que j'ai pensé que je pourrais l'appeler l'enfer. Et à partir de ce moment-là, ça m'a aidé à écrire, en ce sens que je me suis dit, c'est ça, c'est l'enfer. C'est-à-dire que le titre a intervenu dans l'écriture du livre. Certains critiques ont dit de votre livre que c'était un roman d'avant-garde, d'autres que c'était un polar. Comment vous le situez vous-même ? Je crois que c'est un petit peu tout ça, peut-être. C'est sûr que j'ai beaucoup aimé la littérature policière et qu'il reste dans ce livre des traces. Enfin, il y a des éléments policiers qui, je crois, sont au service d'une histoire... écoutez, j'ai envie de dire d'une histoire d'amour. C'est quand même ce qui est au premier plan. Et un prix Femina, c'est une histoire de quoi pour un écrivain comme vous ? Ce prix Femina-là, en l'occurrence, c'est une histoire d'amour aussi entre mon éditeur et moi, dans la mesure où on s'y attendait ni l'un ni l'autre.
Est-ce que vous allez continuer à publier des livres dits difficiles, un peu de recherche? Écoutez, là aussi, c'est une chose à préciser. Je pense que la littérature est un tout et qu'il y a des registres divers, des tonalités diverses à l'intérieur de ce tout, et que les uns et les autres, les livres dits difficiles, les livres dits faciles, entretiennent des rapports extrêmement étroits, et que la frontière n'est pas entre ce qui est difficile et facile, mais entre ce qui est bon et mauvais, ou ce qu'on juge bon ou mauvais. Et je pense par exemple que le livre de René, L'Enfer, est un livre très facile et en même temps très exigeant. Les éditions POL, qui n'emploient encore que 4 personnes, vont fêter leur plus gros tirage depuis les 4 ans de leur jeune existence. 100 000 exemplaires pour commencer, un tirage d'enfer. Le prix Médicis est allé à Pierre Combesco pour Les funérailles de la sardine, édité chez Grasset. Paris cliché, Paris photo, avec les derniers moments de ce mois de la photo, ce mois de novembre, de cette fête de l'image qui avait envahi la capitale avec ses très nombreuses expositions, puisqu'il y en avait plus de 200. Mais ce mois de la photo a aussi trouvé sa place dans les journaux, dans les magazines et sur les murs de Paris, quitte à être parfois détourné. Tout au long de cette semaine, vous allez suivre dans ce journal une série fort belle consacrée à cette manifestation. Cette série, on la doit à Christian Hiroux, qui nous offre, avec son œil bien affûté, quelques portraits de photographes dont beaucoup vous sont inconnus, parce que justement, ce n'est pas leur métier. Premier volet ce soir, la rencontre avec ce qu'on pourrait appeler un chauffeur photographe. J'étais chauffeur de direction à un moment donné de ma vie, et puis ça m'est venu à regarder dans ces bouts de miroirs suspendus dans le vide qui m'ont permis de passer ces longues heures d'attente. En quelque sorte, j'ai trouvé un monde miniaturisé, merveilleux, comme le monde d'Alice au Pays des Merveilles. Ces images m'ont tellement transformé qu'aujourd'hui, ma quête elle, est axée sur les miroirs, en quelque sorte la continuation des rétroviseurs. Et voilà, demain, Christian Hiroux nous emmènera à la découverte d'une petite dame de 74 ans qui est aujourd'hui la mémoire des photographes. Elle s'appelle Yvette Troip. Un mot de sport avant d'évoquer les caprices du ciel pour vous communiquer la composition des groupes pour les Masters de New York qui se jouent à partir du 3 décembre. Il y a 2 groupes que vous allez voir. Le premier rassemble Lendl, Edberg, Noah, le français Noah, et Gomez. Le second, le groupe 2, regroupe donc Becker, Wilander et Nilström. Chacun des joueurs affronte d'abord les adversaires de son groupe. Les 2 meilleurs de chaque groupe vont alors en demi-finale, c'est la règle du jeu. La finale sera sur Antenne 2 en direct du Madison Square Garden. C'est à partir du 3 décembre. La météo, maintenant avec vous Laurent Boussier, il fait très doux et moi j'ai déjà des gros bourgeons sur mes arbres. Oui, ça c'est normal. C'est vrai qu'il fait très doux et décidément ce mois de novembre, cet automne 86 restera comme un automne extrêmement doux. Un simple exemple. À Paris, la température maximale prévue pour demain sera de 14 degrés. C'est 6 degrés au-dessus des normales saisonnières qui pour un 25 novembre devraient être de 8 degrés. Alors cette douceur, nous la devons à de l'air qui vient du sud. On regarde la photo satellite et on s'aperçoit qu'on est toujours dans un flux de sud-ouest. Alors aujourd'hui il y avait des nuages sur la France, ça c'est sûr. Demain il y en aura un petit peu moins, mais c'est toujours de l'air doux, de l'air qui vient du sud, de l'air un peu moins humide. Alors on regarde tout de suite la carte du temps prévue pour demain. Elle est un petit peu plus ensoleillée, heureusement, que celle d'hier, avec quand même des nuages sur l'extrême nord-est du pays. Ciel couvert le matin avec des pluies parfois abondantes, oui, il faut le dire. Un ciel plus dégagé sur les bords de la Méditerranée. Et puis des éclaircies qui deviendront belles dans la journée sur la plus grande partie de la France. Les éclaircies commenceront par venir de l'ouest et puis petit à petit, elles gagneront l'ensemble du pays. Température toujours très douce, je vous le disais, avec un 14 degrés à Paris. De 10 à 14 degrés donc sur la moitié nord, 13 degrés à Brest, 12 degrés
dans l'est où il y aura beaucoup de nuages, et de 15 degrés sur les Pays de la Loire et dans le Massif central jusqu'à 17 et même 18 degrés demain à Biarritz, ça n'est quand même pas mal. Demain sera le mardi 25 novembre, le soleil se lèvera à 8h16, se couchera à 16h59, 3 minutes de soleil en moins. Ce sera la Sainte Catherine qui est la patronne des jeunes filles à marier. Qui porte un chapeau. Je pense. Dernier journal, dernières informations avec Philippe Arroir. Ce sera aux environs de 23h20. Quant à moi, je vous retrouve demain à 20h. Très bonne soirée sur Antenne 2.